Merci, Madame la Présidente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidil Mursalin. Monsieur le Président de l'Institut Mandela, Monsieur Paul Kadanuora, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance. C'est avec un grand plaisir que je donne suite à l'aimable invitation de M. Paul Kadanuora, président de l'Institut Mandela, laquelle invitation me permettant d'être parmi cette honorable assistance regroupant plusieurs personnalités de tout horizon et me donnant l'occasion de partager avec vous les avancées dans mon pays, le Royaume du Maroc, en matière de l'évolution des droits des femmes et de la promotion politique et économique de la femme. De prime abord, permettez-moi de nous féliciter pour la qualité des relations de coopération réunissant notre pays avec un ensemble de partenaires ici présents et qui contribuent à travers des partenariats stratégiques à l'appui de divers programmes et initiatives en relation avec nos politiques publiques émanant de différents départements gouvernementaux et institutions marocaines. Notre présence aujourd'hui à ce forum témoigne de notre engagement et adhésion aux objectifs de cette rencontre qui ont pour but de permettre aux femmes d'ici et d'ailleurs de jouir de leurs droits politiques, économiques et autres. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait le choix courageux et irréversible de s'engager sur la voie de la construction démocratique d'un État de droit couronné par la Constitution de 2011 qui a consacré et établi un nouveau contrat social entre les différentes composantes de la société sur l'ancrage et la promotion des droits de l'homme. Le Maroc a veillé durant la dernière décennie à accélérer la cadence des réformes institutionnelles et juridiques et à améliorer les indicateurs du développement humain et de la gouvernance. Ces réformes prouvent que le Maroc s'est résolument engagé en faveur des valeurs de l'égalité, l'équité et la justice sociale. C'est aussi la résultante de la convergence de deux principaux facteurs. Premier, la volonté politique forte au plus haut niveau de l'État de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Aussi, l'implication et le dynamisme des forces vives de la société et des différentes institutions et acteurs politiques et associatifs. La Constitution marocaine de 2011 a en effet consacré le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, a institutionnalisé le principe de la parité et de la non-discrimination et a assuré les droits humains axés sur l'universalité et l'indivisibilité, tout en introduisant la notion de l'obligation de l'effectivité des droits et libertés. Se référant à sa Constitution et partant de sa volonté d'honorer ses engagements émanant de sa ratification des conventions internationales, notamment la Convention de l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, et son adhésion à l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, particulièrement l'ODD numéro 5, intitulé « Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Sur le plan législatif et planification, le Maroc a conduit des réformes institutionnelles et législatives par le lancement d'un arsenal juridique adéquat et de stratégies nationales et sectorielles favorisant la promotion de l'égalité hommes-femmes. Ainsi, son cadre juridique national a été harmonisé avec les normes internationales en matière d'égalité. De nouveaux textes législatifs ont été adoptés et d'autres amendés. La vision du Maroc est claire. Sur 20 ans, le Maroc a connu au moins 2 réformes sur 2 générations d'initiatives en faveur de la femme. La première génération, 2002-2011, compte plusieurs lois, pour ne citer que celle du Code de la famille en 2004,
le code de la procédure électorale, la procédure pénale 2003, le code de la nationalité en 2007, la promulgation de la loi électorale et la création d'une circonscription électorale consacrée aux femmes au niveau de chaque préfecture et province, etc. La deuxième génération, elle, se situe dans le contexte de la Constitution 2011, d'où l'adoption en juin 2016 de la loi relative au Conseil consultatif de la famille et de l'enfance. En 2017, l'adoption de la loi relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination, la PALD, et l'adoption en 2018 de la loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'arrêter un petit peu sur cette loi spécifique à la violence à l'égard des femmes qui est entrée en vigueur en septembre dernier, pour préciser qu'elle constitue un véritable instrument pour mettre fin à toute forme d'impunité du moment qu'elle donne une définition précise des formes de violence, pénalise différents actes de violence à l'égard des femmes et arrête les mesures de protection. Elle institutionnalise les mécanismes de coordination et de prise en charge des femmes victimes des violences et souligne la nécessité de mettre en place une politique de prévention et d'orientation vers les services de prise en charge. N'oublions pas que les sanctions sont aggravées quand la victime est une mineure, quand la victime est une femme enceinte, quand la victime est une femme en situation d'handicap, aussi quand l'auteur est un parent de la victime. En parallèle, nous nous préparons pour annoncer les résultats de la deuxième enquête de prévalence de la violence à l'égard des femmes en ce mois même d'avril. L'élaboration d'une nouvelle stratégie est en état de concertation avec tous les acteurs dans le domaine. Plusieurs mécanismes dans la matière sont également mis en place, tels que l'Observatoire national de la lutte contre la violence et l'Observatoire national de l'image de la femme dans les médias. Par ailleurs, depuis 14 ans, des efforts importants et novateurs ont été déployés en matière d'application de la budgétisation sensible au genre, qui n'est plus barbare au Maroc parce qu'on l'a opérationnalisé. Ces efforts ont été renforcés par l'adoption en 2015 de la loi organique relative à la loi de finances, la LOF, qui a institutionnalisé la prise en compte de la dimension genre dans les pratiques de programmation et de reporting des départements ministériels. Un centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre a été créé auprès du ministère de l'Économie et des Finances en 2012. Le Maroc n'a pas manqué de lancer aussi un nombre de plans, de stratégies et de politiques publiques. Un plan national pour la démocratie et les droits humains, approuvé par le Conseil de gouvernement en décembre 2017, incarne aujourd'hui la volonté nationale collective de fournir des mécanismes durables pour consolider les fondements de l'État de droit. Sur la question de l'égalité, capitalisant sur les acquis du plan gouvernemental pour l'égalité ICRAM 1, un deuxième plan, ICRAM 2, a été lancé. C'est un plan 2017-2021. Il a été lancé sur une vision ambitieuse pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ce plan s'articule aussi sur 7 axes déclinés en 23 objectifs. Je ne vais pas citer les 23 objectifs, bien sûr. Donc 4 axes thématiques visant 1. Renforcement de l'employabilité et autonomisation économique des femmes. 2. Droits des femmes en relation avec la famille. 3. Participation des femmes à la prise de décision. 4. La protection des femmes et renforcement de leurs droits. 3 axes transversaux concernent la diffusion de la culture de l'égalité et lutte contre les discriminations et les stéréotypes basés sur le genre. Donc là, on a besoin de mener plusieurs campagnes. 2. Intégration du genre dans toutes les politiques et programmes gouvernementaux. 3. Déclinaison territoriale des objectifs du plan gouvernemental ICRAM 2 pour l'égalité. Mesdames et messieurs,
disposer d'une politique publique pour l'égalité était pour nous au Maroc un vrai défi à relever. Aujourd'hui, nous avons notre ICRAM, nous avons notre politique publique intégrée pour garantir les droits de la femme et son autonomisation. Dans ce cadre, le gouvernement marocain, avec toutes les forces vives, y compris la société civile, sont mobilisés dans une dynamique réfléchie et cadrée pour davantage de vigueur et d'efficience, visant des droits humains qui soient le levier pour un monde juste, plus solidaire et plus inclusif. Vous remercions encore une fois pour votre invitation. Je souhaite que les conclusions et recommandations auxquelles va déboucher le débat au sein de ce forum déclencheraient une volonté mondiale réelle pour la préservation de la dignité de l'humain et aller de l'avant vers un développement sûr et durable avec tout le potentiel de notre planète, plus particulièrement les hommes comme les femmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Madame la Ministre. Je donne à présent la parole à Madame la Ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation du Togo. Merci. Monsieur le Président de l'Institut Mandela, Madame la Première Dame du Niger, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale française, Mesdames et Messieurs les invités, l'honneur me revient de joindre ma voix à toutes celles qui m'ont précédée pour saluer l'organisation de cette importante conférence sur la thématique femmes, politique et société. Je voudrais ici, au nom du gouvernement togolais, exprimer mes sincères remerciements à l'Institut Mandela pour l'occasion qu'il m'offre de partager avec vous la vision de mon pays en matière de droits des femmes et de promotion de la politique du genre. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rappeler que dans la conscience collective nationale, et c'est d'ailleurs le cas dans de nombreuses cultures à travers le monde, la femme a été considérée depuis toujours comme un être inférieur à l'homme et donc victime de plusieurs discriminations et traitements inégalitaires. Les règles coutumières lui confèrent plus de devoirs que de droits et sont très restrictives vis-à-vis de sa participation à la prise de décision. Face à cette situation, le gouvernement togolais s'est engagé depuis quelques décennies maintenant à mettre en œuvre une politique de valorisation du potentiel de la femme et promouvoir ainsi sa participation à l'édification d'une nation togolaise prospère et égalitaire. Et ceci à travers l'amélioration de son arsenal juridique, la mise en place d'un cadre institutionnel adéquat, la mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets novateurs. Concernant l'amélioration de l'arsenal juridique sur laquelle l'honorable député du Togo s'est largement étendue, elle a porté tant sur la révision des lois existantes que sur l'adoption de nouveaux textes. La révision des lois existantes a consisté à extraire les dispositions discriminatoires. Cela a permis, entre autres, d'affirmer l'autonomie de la femme, d'offrir l'opportunité à la femme d'assumer avec son époux une gestion collégiale du ménage, de promouvoir une meilleure protection des enfants et du conjoint survivant
en cas de décès d'un des membres du couple. D'introduire l'incrimination des pratiques de veuvage et de traitements inhumains et dégradants, et j'en passe. Quant aux nouvelles mesures adoptées, elles concourent à renforcer la protection des filles contre la traite, la prostitution, le mariage forcé et le mariage d'enfants, les grossesses précoces et tout traitement inhumain dégradant, bastonnade, viol, exploitation sexuelle. Elle a permis également d'assurer l'égalité de droits hommes-femmes en matière foncière et accroître dans une certaine mesure la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Distingués invités, mesdames et messieurs, des efforts permanents ont été à cet égard déployés par mon pays dans le but d'asseoir un cadre institutionnel approprié et efficace. En effet, la gestion de la thématique est confiée au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, organisée en structures centrales et déconcentrées, disséminées sur toute l'étendue du territoire national. Ces structures contribuent à la définition des politiques et à la mise en œuvre des actions en collaboration avec l'ensemble des départements ministériels et les organisations de la société civile avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Un partenariat inclusif, participatif et dynamique a été créé pour favoriser une coordination judicieuse des interventions, le partage de bonnes pratiques et la capitalisation des acquis. Mesdames et messieurs, pour traduire dans les faits la politique de l'État en matière de promotion du genre, des orientations vigoureuses ont été imprimées aux actions envisagées. Je citerai à ce titre l'adoption en 2011 de la politique nationale de l'équité et de l'égalité de genre, adossée à un plan quinquennal de mise en œuvre. L'institutionnalisation en 2009 du Forum national de la femme togolaise qui s'organise tous les 2 ans et qui constitue une arène de concertation, d'échange et de partage d'expériences pour un repositionnement des questions relatives aux droits de la femme dans les politiques nationales. La systématisation du principe de la transversalité du genre avec la mise en place de cellules focales genre dans tous les ministères et l'expérimentation de la budgétisation sensible au genre en vue de la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes. Ce principe de la transversalité a été d'ailleurs très respecté dans l'élaboration du plan national de développement pour la période 2018-2022. Des actions pertinentes et novatrices ont été entreprises. Dans le domaine de la santé, les femmes bénéficient d'une couverture à 80% de la consultation prénatale et de la césarienne, ainsi que d'une prise en charge totale de l'accouchement. La prise en charge chirurgicale des cas de fistule obstétricale et le traitement du paludisme pour les femmes enceintes qui sont entièrement gratuits. Dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation, on note la suppression de la scolarité dans toutes les écoles primaires et préscolaires du public, la réduction des frais de scolarité pour les filles au secondaire, le décernement de prix d'excellence aux filles qui occupent les 3 premiers rangs au bac 2, l'octroi d'aides et de bourses aux filles issues de familles démunies qui embrassent les filières
scientifiques, techniques et technologiques. La mise en œuvre du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes entièrement financé par l'État togolais. La mise en œuvre du programme de lutte contre les grossesses et les mariages d'adolescentes. En matière d'autonomisation économique de la femme, on signalera la mise en place d'un système global de la finance inclusive et d'un mécanisme incitatif de financement agricole, le renforcement des capacités des femmes en création et gestion de micro-entreprises, la réinsertion socio-économique des femmes guéries de la fistule obstétricale. En matière de promotion de paix durable, les femmes sont de plus en plus impliquées dans le règlement des conflits. Le nombre de femmes au sein des forces armées et de sécurité participe aux opérations de maintien de la paix et leur nombre s'est significativement accru ces dernières années. C'est une femme dans notre pays qui est le médiateur de la République et présidente du Haut Conseil à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Dans le domaine de la participation de la femme à la prise de décision, la représentativité des femmes s'est nettement améliorée avec leur accès à des portefeuilles stratégiques au sein du gouvernement et à l'Assemblée nationale. La députée, l'honorable Dessouza l'a dit, et à l'Assemblée où, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme a été élue présidente à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2018. Le fort engagement de l'État dans la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme a permis au Togo d'être récemment retenu par l'Union africaine parmi les finalistes de la 4e édition de la fiche de performance sur le genre alignée sur le thème 2018 de l'organisation continentale. Honorables invités, malgré les progrès réalisés, des défis importants restent à relever. Les efforts doivent donc continuer d'être déployés pour lutter contre les pesanteurs socio-culturelles, accroître et assurer le maintien et la promotion des filles au sein du système éducatif jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, intensifier les stratégies d'autonomisation de la femme en vue de renforcer son pouvoir économique, améliorer le niveau de participation des femmes dans les instances de prise de décision en matière de gouvernance publique. Dans cette perspective, le Togo s'engage à orienter davantage les actions vers le renforcement d'un accès plus équitable des femmes aux ressources, aux opportunités et aux services. Les chantiers prioritaires à cet effet concernent l'élaboration de la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genre, la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme, le renforcement des capacités des femmes en leadership politique et professionnel, etc. Nous retiendrons en conclusion que le Togo se construit dans un processus où personne ne sera laissé de côté. Davantage d'efforts et d'investissements seront nécessaires pour la réalisation de cet idéal commun. Nous en appelons donc à ce vaste partenariat visé par l'objectif de développement durable 17, seul gage d'instauration d'un monde pacifique et prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais maintenant donner la parole à Madame Elbak Zainabou Taribako, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant du Niger. Et je rappelle que nous devons aller un peu plus vite, sinon nous ne pourrons pas aller au bout des échanges, ce qui serait fort dommage. Je vous remercie, Madame la Ministre. Okay, je pense que nous sommes là pour 10 minutes. Je pense
Donc nous pouvons aller sur les 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale de France, Monsieur le Président de l'Institut Mandela, Son Excellence Madame Aïssata Issoufou Mahamadou, Première Dame du Niger, Présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, chef de l'État, et de Son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, vous remercier de nous avoir invités à cette conférence sous le thème « Femmes, politique et société ». Je suis ravi de partager avec vous la vision du Niger en matière de droits des femmes et de promotion de la politique nationale de genre. Mesdames et Messieurs, au Niger, les femmes représentent 50,6% de la population selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Ceci démontre combien la contribution des femmes est importante pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement nigérien accorde une attention particulière à la promotion des droits des femmes. Ainsi, mon pays est partie prenante à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux sur les questions des droits humains et du genre. Cet engagement s'est traduit à travers de nombreuses réformes, dont l'une des plus importantes se rapporte aux dispositions de la Constitution de la 7e République du Niger du 25 novembre 2010 en son article 22 qui stipule que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent le plein épanouissement et leur participation au développement national. C'est dans ce cadre que la politique nationale de genre, adoptée en juillet 2008, a été révisée en août 2017 pour prendre en compte les défis actuels du développement qui sont d'ordre démographique, environnemental, climatique, sécuritaire, humanitaire et migratoire. Cette politique nationale de genre a comme vision de bâtir avec tous les acteurs une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Elle est articulée autour de 4 axes stratégiques qui sont le premier axe, amélioration de l'environnement socio-culturel en lien avec la démographie, la paix et la sécurité pour plus d'équité entre les hommes et les femmes. Deuxième axe, renforcement du cadre institutionnel et juridique favorable à l'application effective des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir. Troisième axe, autonomisation économique et croissance inclusive en lien avec la gestion durable de l'environnement, les changements climatiques, la gestion des risques et catastrophes, les migrations et les urgences humanitaires. Et le quatrième et dernier axe, renforcement des mécanismes institutionnels et cadres organisationnels de coordination, de suivi, évaluation et de partenariat. Et pour la mise en œuvre de cette politique, une direction générale de la promotion de la femme et du genre a été créée en 2011. Aussi, 2 stratégies ont été élaborées. La stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, dont la vision est le Niger, un pays exempt de violences basées sur le genre, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons vivent dans la paix, l'harmonie et sans discrimination. Puis la stratégie nationale de l'autonomisation économique des femmes qui vise l'autonomisation économique des femmes du Niger. Partant de ces orientations, le Niger a réalisé plusieurs actions en faveur des femmes. Il s'agit notamment, sur le plan politique, de l'adoption d'une loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État en 2000. Elle a été révisée à la hausse de 10 à 15% de l'un ou de l'autre sexe au poste électif en novembre 2014 en vue de rehausser le niveau de représentation des femmes aux instances de prise de décision. Au plan juridique, plusieurs mesures prises, dont entre autres
la modification de la loi portant code de nationalité en novembre 2014, visant notamment l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme en matière de transmission de sa nationalité à son époux qui est étranger. L'adoption de décrets portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité de décembre 2017 et son arrêté d'application. Sur le plan socio-économique, dans un souci d'améliorer les conditions de vie des Nigériennes, d'importants projets et programmes socio-économiques sont mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires au profit des femmes et des filles. On peut citer le plan de développement économique et social, l'initiative 3e Les Nigériens nourrissent les Nigériens, le programme d'appui à l'égalité de genre, au changement climatique et à l'agriculture, ayant pour but de renforcer les capacités de résilience des groupes les plus vulnérables, dont les femmes agricultrices dans 5 régions du pays. Le projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le Suède, et l'initiative pour les adolescentes du Niger illuminent à travers des espaces sûrs où de 2013 à 2018, 132 000 adolescentes ont été touchées. Dans le domaine de l'éducation, le Niger a adopté la loi d'orientation du système éducatif nigérien le 12 juin 1998, consacrant l'accès à l'éducation à tous les enfants sans discrimination de sexe, et le programme sectoriel de l'éducation et de la formation, qui met un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille. Ces mesures ont eu un impact positif sur le taux de scolarisation des filles, qui est passé de 29,6% en 2000 à 71% en 2017. Et dans le domaine de la santé particulièrement, malgré les difficultés économiques que connaît le pays, les autorités nigériennes ont déployé des efforts considérables pour améliorer la qualité et l'accès aux services de santé. Il faut noter la loi sur la santé de la reproduction, SR, adoptée en 2006, qui consacre l'égalité de tous en matière de santé de la reproduction, la gratuité de prestations de soins liés au cancer féminin, à la césarienne et à la prise en charge de la fistule obstétricale, la stratégie d'implication des hommes et des garçons dans la santé de la reproduction SR à travers les initiatives École des maris et École des futurs maris modèles. Ces politiques publiques en matière de santé sexuelle et reproductive ont permis au pays de réduire le taux de mortalité maternelle de 648 pour 100 000 habitants pour 100 000 en 2006 à 535 pour 100 000 naissances vivantes en 2012, selon l'enquête démographique et de santé et de nutrition, et améliorer le taux de consultation prénatale qui est aujourd'hui à 87,75%, avec une réduction des disparités entre les citadins et les ruraux, entre les femmes instruites et non instruites. Et dans le domaine du renforcement des capacités en matière de genre, le genre occupe une place prépondérante dans nos plans et programmes de développement, et la promotion des genres constitue une des thématiques transversales de la stratégie de réduction de pauvreté. C'est ainsi que d'importants efforts ont été faits pour que le schéma et modèle de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme, fondé sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou de l'autre sexe, soit modifié afin de parvenir à l'élimination des stéréotypes sexistes. Ces actions sont, entre autres, la systématisation de la prise en compte de l'approche genre et dans tous les projets et programmes, la réforme du cadre juridique et judiciaire, la valorisation des potentiels des femmes et des hommes dans un développement durable. Distingués invités, je voudrais renouveler les engagements du gouvernement à poursuivre les efforts dans la promotion et l'amélioration de la situation de la femme au grand bonheur de la société nigérienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne à présent la parole à son Excellence, Madame Fatima Aramassil, vice-présidente de la CEMAC. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente à l'Assemblée nationale française, Madame la première dame du Niger, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques de la société civile et distingués invités.
c'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous, illustres personnalités, mobilisées à Paris en faveur de la conférence internationale Femmes, Politique et Société. Je crois et je pense fermement que cette conférence de Paris, en raison de la thématique qui est abordée, de ses objectifs multiformes et aussi du profil des participants conviés, constitue pour l'Afrique centrale en général et la CEMAC en particulier un véritable deus ex machina. En prenant la parole du haut de ce pupitre, je me fais le devoir de partager très modestement avec vous la situation générale des femmes de l'Afrique centrale. À cet effet, je pourrais dire de façon générale que la situation des femmes de l'Afrique centrale, plus spécifiquement celle de la zone CEMAC, tant dans le milieu politique qu'au sein de la société, a enregistré des progrès remarquables ces 2 dernières décennies, même si des efforts restent encore à faire. Je tiens à rappeler que les législations nationales en faveur de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, de leur promotion multidimensionnelle et surtout de leur autonomisation socio-économique et sociopolitique ont été remises à niveau dans la zone CEMAC. Dans un passé très récent, les chefs d'État des 6 pays membres de la CEMAC, à l'instar de leurs pairs des pays africains, ont décidé d'accorder une part égale aux femmes dans toutes les composantes de la vie. C'est le principe de 50-50. De même, dans le cadre du programme de réforme institutionnelle de la CEMAC, couvrant toutes les structures communautaires, une attention particulière a été portée sur la question clé du genre, de la protection de la femme. Pour matérialiser la volonté des plus hautes instances communautaires en un acte concret, un département technique dédié aux questions de genre et de la promotion de la femme a été créé au niveau de la commission de la CEMAC. C'est dire que des actions remarquables ont été menées, aussi bien par les structures techniques communautaires que par les États membres de la CEMAC, afin d'améliorer les conditions de vie et d'existence de femmes dans la sous-région. Les acquis des actions entreprises sont puissants. Aujourd'hui, les femmes politiques d'Afrique centrale s'organisent depuis Beijing en réseau sous-régional des femmes ministres et parlementaires, une structure de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des femmes et filles leaders à s'engager dans la vie politique et à occuper le premier rang comme actrices de développement. Les ressortissantes d'Afrique centrale, notamment de l'espace CEMAC, ont occupé de hautes fonctions politiques cette dernière décennie. Chefs d'État, 2 pays, le Gabon et la RCA, membres du gouvernement 4 à 12% et parlementaires 6 à 17%. Le taux d'occupation des fonctions des premiers responsables des organes des institutions spécialisées et d'agences d'exécution de la CEMAC par les femmes est passé de 2% en 1996 à 9% aujourd'hui. Les cas de violence conjugale ont sensiblement diminué suite aux actions menées par les associations œuvrant en faveur de la protection de la femme et de leur autonomisation intégrale. Le taux d'accès à l'éducation par les filles d'Afrique centrale est passé de 53% en 2011 à 78% en 2015. Les femmes sont depuis 2 décennies presque placées au centre de tout programme ou projet de développement durable en Afrique centrale et elles accèdent plus facilement aux opportunités économiques. Le programme économique régional PER de la CEMAC et les programmes nationaux de développement des 6 États membres de la CEMAC consacrent des programmes et projets prioritaires en faveur de la protection, de la promotion et de l'autonomisation de la femme en Afrique centrale. Toutefois, en dépit de ces avancées précitées, le chemin à parcourir pour le plein épanouissement de la femme est encore parsemé d'embûches. Des pesanteurs culturelles et ou sexistes persistent ça et là.
Je citerai entre autres les femmes qui constituent 67,8% de la population active dans les États membres de la CEMAC ne sont qu'impliquées qu'à 18% dans les chaînes de décision. Les femmes rurales qui produisent 43% des richesses ne sont ni reconnues comme des partenaires au développement, ni placées au centre du processus de leur autonomisation. Les femmes de l'Afrique centrale, du fait des crises politico-militaires dans la sous-région, sont souvent exposées à diverses formes de violations sexuelles, comme le viol, voire pire, l'esclavage sexuel. Le taux d'analphabétisme et de sous-qualification professionnelle des femmes et des filles est encore très élevé dans la zone CEMAC, malgré les efforts déployés aussi bien par la CEMAC et ses États membres que par les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi un appui tant technique que financier des uns et des autres est vivement indispensable pour, notamment, redonner un espoir de vivre aux femmes victimes des agressions sexuelles lors des conflits armés, accompagner les femmes rurales comme actrices de développement et actrices de leur autopromotion, faciliter l'accès des femmes démunies aux soins médico-sanitaires, prendre en charge les femmes démunies souffrant des maladies dont les traitements sont onéreux, on parle ici d'hépatite, les cancers, les fistules, VIH, etc., mettre en place des structures d'incubation des métiers pour les femmes n'ayant pas de qualification professionnelle, recycler, sensibiliser et former les femmes leaders sur leurs responsabilités qui leur incombent dans le processus de lutte contre les actes d'injustice à l'égard des femmes. Bien sûr, on peut parler de budgétisation sensible au genre, que je viens juste d'apprendre, observation nationale de la lutte contre la violence et autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne pourrais terminer mes propos sans exprimer et rendre un vibrant hommage des femmes de la CEMAC aux chefs d'État des 6 pays membres pour leur soutien et leur engagement en faveur de la défense des droits des femmes et des filles, de la promotion de la gente féminine et de l'autonomisation des femmes. Je saisis également cette opportunité pour exprimer les reconnaissances des femmes et des filles de l'Afrique centrale aux différentes organisations non gouvernementales, au gouvernement des pays amis et associations féministes qui ont toujours cru aux capacités des femmes et qui les placent au centre de leurs actions. Je salue et encourage toutes les initiatives en faveur de la défense des causes des femmes de l'Afrique, d'où qu'elles viennent. Je réitère encore, au nom du gouvernement de la CEMAC et de son président, la gratitude de notre institution à l'adresse des organisateurs de la présente conférence, en particulier à l'Institut Mandela et à son président. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à Madame Hortense Baguidi, coordinatrice régionale Violence, Santé et VIH au Bureau régional de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci Madame la vice-présidente. Ma voisine a désobéi aux ordres du président qui a demandé qu'on fasse l'économie des salutations. Mais les salutations sont importantes chez nous. Donc je vais désobéir à moitié. Et je vais vous dire merci. Je vous salue tous, Madame la vice-présidente, le président, Madame la première dame et chers amis en vos rangs et grades respectifs, amis de la cause des femmes, du progrès des femmes surtout. Soyez honorés pour votre présence en ce lieu. Je vais commencer par vous transmettre les salutations d'ONU Femmes, du leadership d'ONU Femmes et surtout de sa directrice exécutive, Madame Phunzile Mlamo Nchuka, qui dit que plus de femmes en politique changera l'idée que se font les populations du leader. Et cela permettra aussi de prendre des décisions plus inclusives parce qu'on parle de politique et de société et aussi de développement. Donc je rends aussi hommage aux femmes qui, ici et ailleurs, poursuivent leur rêve de rendre ce monde meilleur, de contribuer à rendre notre monde meilleur. Je voudrais commencer par la carte ONU Femmes et l'Union interparlementaire. Il y a une carte qui a été produite en 2019 à l'occasion de la commission sur le statut de la femme à New York, que plusieurs d'entre nous ici fréquentons, pour nous mettre à jour du progrès et des avancées des femmes. Donc aujourd'hui, on a une femme sur 5 qui est ministre, une évolution de 2,4%.
par rapport à 2017, 24,3% de femmes au Parlement au niveau mondial. Des femmes chefs d'État, on a perdu un peu parce qu'on est passé de 7,2% à 6,6%. Chefs de gouvernement, 5,7% à 5,2%. Donc c'est une responsabilité partagée entre les hommes et les femmes de faire en sorte que nous ayons moins de disproportions à ce niveau-là. Les pays qui ont le plus de ministres, de femmes ministres, sont plus de 50% de femmes ministres. Espagne, 64,7%. Nicaragua, 55,6%. Suède, 54,4%. Albanie, 53,3%. Colombie, 52,9%. Costa Rica, 51,9%. Et le Rwanda, qui nous rend si fiers, 51,9%. Le Canada, 50%. Et la France, 50%. Félicitations. Ceux qui ont vraiment augmenté leur nombre de femmes ministres entre 2017 et 2019, l'Éthiopie, qui est passée de 10% à 47,6%. Mexico, de 26,3% à 42,1%. Et le Pakistan, de 0% à 2012, est passé à 12%. La Mauritanie, bravo la Mauritanie, qui est passée, qui a le pourcentage le plus élevé en Afrique du Nord, 31,8%. Les Émirats arabes unis, 29%. Et ceux qui ont le plus baissé en chiffres, pourcentage de ministres au gouvernement, la Slovénie, qui est passée de 50% à 25%, la Lituanie de 21,4% à 0%, les Philippines de 24,7% à 10%, le Japon de 5,3% est passé à 5,3%, on n'a qu'une seule femme ministre, alors sur 19, c'est-à-dire qu'avant ils étaient à 15%, et aujourd'hui le Japon est à 5,3%. Et le Togo a une femme présidente du parlementaire, ça c'est très important à noter. Ceux qui n'ont pas de femme ministre du tout, alors il y en a plusieurs, l'Azerbaïdjan, la Bélizie, le Brunei, Darussalam, l'Irak, le Kourbati, la Lituanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent et Grenade, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande et le Vanuatu. Donc, vous voyez, il y a une dynamique au niveau mondial, il y a de l'espoir, mais il faut aussi veiller. Nous avons de l'espoir parce que les portefeuilles des femmes évoluent des affaires sociales vers des portefeuilles qui étaient autrefois la chasse gardée des hommes. On a des femmes qui ont des portefeuilles ministériels sur le commerce, l'industrie, les mines, la recherche scientifique. Et au niveau global, 52,9% des femmes ont le portefeuille des finances, 13,6% ont les affaires étrangères, et on a 30% ministres de la Défense. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on va s'attarder sur ces chiffres. Je me dis que, bon, peut-être que le monde a enfin compris que les femmes qui sont complices de la création et du monde, qui aident le monde à se multiplier et qui sont garantes de la paix dans les communautés, de la paix sociale. Peut-être que le monde a compris qu'avec les femmes ministres de la Défense, elles feront parler plus facilement, plus vite les cœurs que les armes. Et on aura peut-être un monde beaucoup plus pacifique. Donc, c'est un chiffre intéressant et je tenais à le souligner. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi pour parler de ce qui empêche aux femmes d'aller à la conquête du pouvoir politique. Et ça, ce sont les violences. Et nous avons des violences qui sont exercées au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau des États, justement, parce qu'ils ne prennent pas les décisions qu'il faut, ou bien parce qu'ils ont des agents qui perpétuent ces violences-là. Et nous avons une étude qui a été faite par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ONU Femmes et l'Union interparlementaire, 40 experts qui se sont penchés sur cette question de la violence en politique contre les femmes, que ce soit dans leur parcours politique ou pendant les élections. Et cette violence touche toutes les femmes qui sont impliquées en politique, que ce soit les femmes qui votent, les femmes qui se présentent, les femmes qui les assistent, les militantes, etc., etc. Mais les chiffres que nous avons aujourd'hui, en 2019, nous disent que 82% des parlementaires ont été victimes de violences psychologiques, 44% de menaces de mort, menaces de viol, menaces de coups contre eux et leurs familles, 25,5% ont été violentés au sein de l'hémicycle.
39% considèrent que la violence en politique a affecté leur mandat et leurs résultats. 47% des femmes ont peur pour leur famille et pour leur sécurité. 21% seulement des pays, des parlements, ont une politique sur le harcèlement sexuel. Cela donne à réfléchir. Et on a 3 problèmes. On a 3 problèmes parce qu'effectivement, il y a l'omerta qui est exercée sur le plan de la violence politique. Certaines femmes pensent que ça fait partie du parcours politique que de faire face à la violence. Et ça, c'est un paradigme qu'il faut changer. C'est une manière de penser qu'il faut changer. Donc, les victimes ne parlent pas. Les médias donnent parfois des informations biaisées qui perpétuent les stéréotypes. Ils s'intéressent plus à la violence physique. Il n'y a pas assez de femmes en position d'autorité dans les rédactions ou alors productrices d'émissions. Je vais m'arrêter encore là sur la question des médias. Parce que nous avons parfois des médias qui font plus de voyeurisme que de l'information de service. Et aussi, le problème qui se pose, c'est qu'avec la raréfaction des ressources et les budgets tendus dans les rédactions, on est toujours à la recherche de nouvelles sensations et les femmes sont jetées en pâture à l'opinion publique parce qu'elles osent s'exprimer sur la sphère publique. Et en fait, elles sont punies parce qu'elles s'expriment, non pas parce qu'elles ont des positions politiques, mais de façon fondamentale parce qu'on leur reproche de venir se présenter et de défier un peu les modèles patriarcaux auxquels nous sommes habitués. Parce que l'hégémonie patriarcale à laquelle nous sommes habitués ne supporte pas, ne souffre pas d'être défiée par la prise de parole par les femmes. Et tout cela, moi j'invite les médias à vraiment oublier tous ces petits soucis financiers de vente de chiffres, etc., et de s'intéresser de plus près à la cause des femmes, parce que ça, c'est leur responsabilité. Alors, je voudrais parler aussi de la on l'a dit, c'est le cybersexisme. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème très grave et il faut qu'on ait des solutions. Notamment que l'État accepte de poursuivre et de donner les moyens aux femmes pour poursuivre tous ces visages cachés derrière les messages anonymes, les numéros masqués, et que les services secrets de nos pays acceptent d'investir dans ce domaine. Donc il nous faut de la prévention, il nous faut une cartographie des mesures, il nous faut des ressources, il nous faut aussi des lois, beaucoup de lois, et voir revisiter les codes pénaux pour voir dans quelle mesure les réformes peuvent passer par là afin d'aller très très vite, engager les parlementaires hommes, qu'il y ait plus d'hommes qui s'engagent pour les femmes, qu'il y ait plus de lui pour elle. Il y a une plateforme ONU Femmes en ligne, lui pour elle. Les hommes peuvent faire le test pour voir s'ils sont qualifiés pour défendre les droits des femmes et les protéger contre les violences, y compris les violences dans leur parcours politique. Il nous faut des institutions électorales qui protègent les femmes par des stratégies bien claires, avec des codes de conduite et des mesures pour vraiment punir avec la plus grande rigueur la violation des droits des femmes en politique. Il nous faut aussi de la formation pour les femmes, qu'elles connaissent leurs droits, que les partis politiques où tout commence soient au courant de la manière dont les choses doivent se passer, qu'il n'y ait pas aussi des femmes qui sont en train de pousser d'autres femmes à renoncer à leur place lorsqu'elles ont gagné leur voix, que les femmes ne vendent pas leur voix à d'autres hommes. Et pourquoi elles le font? Parce qu'on n'a pas réglé la question de l'autonomisation. L'autonomisation économique, elle est très importante, parce que pour aller à la conquête du pouvoir politique, il faut une autonomisation économique. Et pour ça, il est important que les femmes soient appuyées, que nous puissions fédérer les forces. C'est vrai que nous ne pouvons pas, en tant que Nations Unies, financer des partis dirigés par les femmes. C'est notre rêve, parce qu'on sait qu'il faut une discrimination positive dans ce sens, puisque les hommes ont déjà une longueur d'avance économiquement sur les femmes. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une solidarité parmi les femmes, qu'elles soient mieux formées, que les femmes qui ont une puissance économique puissent pousser d'autres femmes, lorsqu'elles n'ont pas un agenda politique, qu'elles puissent servir de locomotive pour les femmes qui ont un agenda politique. Donc ça, ce sont les mesures qui sont importantes et que nous préconisons. Maintenant, en tant que région, je pense qu'il est important aussi de se dire qu'on a des normes socioculturelles qui dérangent. Et pour ça, il faut qu'on en parle. Parce que les femmes trouvent leurs ennemis au sein de leur famille,
Vous voyez un oncle qui est en dignité dans la communauté qui dit « c'est ma nièce ». Mais de toutes les façons, ne l'écoutez pas parce que moi, je ne l'ai pas envoyé vouloir être maire ou député. Et ça, c'est grave. Donc, il faut que les leaders que nous avons puissent travailler dans ce sens. Je voudrais, pour finir, dire que nous avons des interventions. D'abord, il faut saluer le fait que nous sommes en train de nous intéresser à une problématique restée jusque-là orpheline. La question des violences contre les femmes en politique et les violences pendant les élections. C'est pour ça que les Nations Unies ont publié un recueil de bonnes pratiques et des études sur les violences en politique. Bon, elles sont encore en anglais, mais elles sont très intéressantes. Et le 27 octobre 2016, l'Union interparlementaire internationale a adopté une résolution à l'unanimité pour la liberté des femmes à participer au processus politique. Et il y a des guides programmatiques qui sont mis en place. Je ne voudrais pas finir sans remercier les parlementaires français qui votent un budget pour l'amélioration de la santé des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre dans 8 pays. C'est le Fonds français Muskoka et qui est une opportunité pour nous, les femmes, de parler de la question du positionnement des femmes, de la voix des femmes au sein des communautés pour avoir accès à la santé, pour des lois, pour la budgétisation sensible au genre, on en a parlé, plus de lois, de meilleures lois pour la santé, plus d'investissements, plus de positionnement en faveur des femmes. Et je ne finirai pas sans dire que nous sommes encouragés par ce genre d'initiative où nous échangeons, où nous parlons des bonnes pratiques, où nous pouvons nous encourager mutuellement et dire que nous avançons. Et nous savons que les choses finiront par changer dans les tons que nous voulons. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous l'avons vu par tous ces témoignages, on note à différents égards des avancées réelles pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais aucune avancée ne doit être considérée comme acquise. Et notre mobilisation, gouvernement, Parlement, organisations non gouvernementales, société civile, elle est essentielle pour à la fois les maintenir, mais surtout pour aller plus loin vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que beaucoup reste à faire. Ainsi, je tiens à renouveler mes remerciements au président Kadamura de l'Institut Mandela pour l'organisation de ce forum international des femmes leaders pour la coopération et le développement.